1919. La Grande Guerre s'achève. L'état-major américain dresse un constat brutal. Le fantassin est trop lent. Face aux mitrailleuses et à l'artillerie, le soldat seul ne pèse rien. Son arme, le Springfield M1903, est un vestige mécanique. Une pièce d'orfèvrerie, mais un poids mort tactique. Pourquoi les soldats allemands craignaient-ils une arme conçue 20 ans avant leur prochaine guerre? La réponse tient dans la densité du feu. Le problème est humain, pas technique. Entre deux tirs, le silence s'installe. C'est le bruit sec du verrou qu'on manipule. Le tireur quitte sa cible des yeux. Son épaule encaisse le choc. Son bras droit s'agite pour éjecter une douille brûlante et en chambrer une nouvelle. Chaque seconde perdue est une chance offerte à l'ennemi. Le Springfield limite l'homme à 15 coups par minute. C'est une pause fatale. Le contraste est saisissant. D'un côté, la mitrailleuse dévore les bandes de munitions par centaines. De l'autre, le fantassin lutte avec son verrou, un geste à la fois. L'armée exige une rupture. Elle veut la puissance d'une mitrailleuse légère sans l'encombrement, sans l'équipe de service et sans le poids. Elle veut qu'un seul homme puisse saturer l'espace. En 1919, l'armée américaine lance officiellement le concours pour une carabine semi-automatique. Le défi de 1919 ne relève pas de l'imagination, mais de la physique pure. Les fabricants civils comme Remington ou Winchester maîtrisent déjà l'autochargement pour la chasse depuis 1905. Le chef de l'artillerie est clair. L'armée testera tout prototype semi-automatique immédiatement. Pourtant, le silence durera 30 ans. Pourquoi? L'obstacle n'est pas mécanique. C'est un morceau de laiton et de plomb, la cartouche .30-06. Visualisez l'instant du tir. L'amorce s'écrase, la poudre s'enflamme. Dans la chambre, la douille de laiton s'expanse brutalement sous la chaleur, se verrouillant contre les parois d'acier. Une fumée noire marque le collet de la douille allongée. Puis, l'onde de choc frappe le miroir de la culasse. La pression interne atteint 50 000 PSI. C'est 15 fois la compression dans le pneu d'un poids lourd. Pour une carabine de chasse, c'est gérable. Pour une arme de guerre devant enchaîner les cycles, c'est un séisme. L'énergie est monstrueuse, indomptable. Le mécanisme doit contenir cette explosion, puis extraire une douille brûlante tout en propulsant une culasse massive vers l'arrière. À chaque tir, l'acier frôle la rupture. L'armée refuse pourtant de baisser la puissance. Le motif est mathématique. La portée efficace de la .30-06 s'étend jusqu'à 1800 yards. La Remington Model 8 dominait le marché civil. Elle tirait du 35 Remington, une munition pour le gibier moyen, efficace à moins de 200 yards. Mais face au monstre militaire, elle n'était qu'un jouet. Le 30-06 pulvérisait ses mécaniques fragiles. La pression de service du 30-06 atteignait 50 000 PSI. C'est 15 fois la pression d'un pneu de camion. L'armée imposait une limite stricte. Le poids ne devait pas dépasser celui de la Springfield 1903, soit environ 4 kg, un défi physique impossible. Pour encaisser l'énergie du 30-06, les ingénieurs devaient épaissir l'acier, alourdir le verrou, renforcer la carcasse. Résultat, des prototypes massifs, trop lourds pour la troupe. Les échecs s'accumulaient dans les rapports. Le fusil danois Bang échoua. Les expériences nationales finirent à la casse. Aucune arme ne tenait l'équilibre entre la robustesse et la légèreté. La physique condamnait chaque projet au rebut. En 1919, John Cantius Garand arriva à l'arsenal de Springfield. 1919. L'arsenal de Springfield devient le théâtre d'une obsession solide. Une petite dose de gaz. À peine une fraction de l'explosion. Elle s'échappe par un évent percé dans l'acier du canon. C'est le secret de John Garand. Le cylindre sous le canon reçoit la pression. Les gaz frappent le piston de plein fouet. Le métal recule. La tige de commande transmet l'énergie. Le verrou pivote. L'étui vide est éjecté dans un sifflement. Une munition neuve monte en chambre. Tout se passe en une fraction de seconde. Le chaos de la poudre devient un cycle mathématique. Au milieu des années 1920, Springfield Armory valide le concept. Le système Garand réduit le recul de 30 à 40%. Le tireur ne lutte plus contre son arme, il enchaîne. Les tests de l'armée se succèdent jusqu'au début des années 1930. Les mécanismes à long recul cassent, les verrous manuels sont trop lents. John Garand, lui, stabilise l'énergie brute du calibre .30-06. Un cliquetis métallique rythmé remplit l'atelier. Le fameux ping du futur se dessine déjà dans la précision des ajustements. La mécanique triomphe enfin de la physique,
Mais un nouveau goulot d'étranglement apparaît. L'alimentation. L'innovation du récupérateur de gaz imposait un défi mécanique majeur. Le mécanisme exigeait une alimentation fluide. Mais les ingénieurs travaillaient les mains liées. 1930, la Grande Dépression paralyse l'Amérique. Chaque centime compte. L'armée teste alors le calibre 276 Pedersen, une munition légère, précise. Elle facilite la conception du cycle semi-automatique. Elle permet aux soldats d'emporter plus de cartouches sur le terrain. En 1930, la Commission recommande officiellement ce nouveau standard. Pourquoi l'armée a-t-elle rejeté ce calibre idéal? La réponse dort dans les hangars, des millions de vieilles douilles. Le haut commandement tranche. La logistique l'emporte sur l'innovation. Les stocks de 30-06 hérités de la Grande Guerre sont colossaux. En pleine crise économique, personne ne veut financer une nouvelle chaîne d'approvisionnement. Le calcul comptable dicte la loi du champ de bataille. Garand doit tout recommencer. Il adapte son fusil à la 30-06. Une pression brutale. La mécanique souffre, mais le budget est sauvé. Le 9 janvier 1936, l'arme est adoptée. Son nom, US Rifle, calibre 30, M1. C'est une première mondiale. Une puissance militaire standardise le fusil semi-automatique comme arme principale de son infanterie. Pendant que l'Europe s'apprête à combattre avec des verrous manuels du siècle dernier, les États-Unis sautent une génération. La cadence industrielle explose. En juin 1941, le département de l'ordonnance sortait 1000 fusils M1 chaque jour. 1000 fusils sortent des chaînes chaque jour. Le département de l'ordonnance tourne à plein régime. Mais alors que les usines saturent, les ingénieurs se heurtent à un obstacle inattendu, la méfiance des généraux. Le haut commandement craint le soldat. Pas son manque de courage, mais sa négligence. Les généraux refusent catégoriquement les chargeurs amovibles. Ils imaginent déjà les hommes semer ces pièces d'acier dans la boue des tranchées. Pour la hiérarchie, un chargeur perdu est une arme morte. L'armée préfère la sécurité à l'ergonomie, un choix radical. À l'époque, perdre un chargeur coûte cher, trop cher. Les officiers voient le trou du récepteur comme un aimant à débris, la poussière, la vase, le sable. Ils veulent un mécanisme scellé, protégé, infaillible. John Garand doit plier. La solution technique devient politique. L'innovation se heurte au conservatisme des stocks et à la peur de l'erreur humaine. Plutôt que de donner au GA un chargeur externe, on lui impose une cage interne fixe. Le destin de l'arme bascule sur une décision bureaucratique. Le choix se porte sur une alimentation par clip en bloc insérée directement dans la carcasse. Au lieu d'un chargeur amovible, le soldat manipule une pièce d'acier emboutie. C'est un clip en bloc. Une simple pince en métal en forme de U. Elle maintient 8 cartouches de calibre 30-06 dans un alignement parfait. 8 balles. C'est une puissance de feu 1,5 fois supérieure à celle du Mauser allemand. Le tireur tire le levier d'armement vers l'arrière. La culasse se bloque. Il place le bloc d'acier au-dessus du boîtier de culasse ouvert. Le pouce écrase les munitions vers le bas. On entend alors un frottement métallique sec contre les parois de la carcasse. Un clic mécanique confirme le verrouillage. Le ressort interne est sous tension maximale. Le soldat libère la culasse d'un coup sec de la paume. Le mécanisme repart vers l'avant. La griffe du verrou arrache la première cartouche du clip. Elle l'enfourne dans la chambre. L'arme est prête. À chaque détonation, le cycle se répète. La planchette élévatrice pousse la pile de munitions vers le haut, 8 fois. Lors du dernier tir, la mécanique s'emballe. La planchette remonte jusqu'à percuter le loquet de retenue. Le clip vide est expulsé violemment vers le haut. Il quitte le boîtier de culasse dans un sifflement d'acier. Un choc contre le métal produit un tintement cristallin. Le célèbre « ping ». La culasse reste verrouillée en arrière. Le ping métallique de l'éjecteur, un son devenu légendaire. La culture populaire prétend qu'il condamnait le soldat américain en signalant son arme vide à l'ennemi. La réalité du terrain est plus brutale. Le bruit d'un champ de bataille atteint 160 décibels. Un vacarme de mort, de cris et d'explosions. Dans ce chaos, le tintement d'une lame d'acier de quelques grammes disparaît totalement. À plus de 5 mètres, il est inaudible. Pourtant, un danger bien réel guettait le GI. Pas dans le son, mais dans la mécanique. Le pouce du garant. L'erreur ne pardonne pas. Le soldat insère le clip. La tige d'armement, l'operating rod, est libérée. Le ressort de rappel propulse la culasse vers l'avant avec une force colossale. Si le pouce traîne dans la fenêtre d'éjection, l'acier écrase l'os. Le choc est instantané. La douleur est une pulsion électrique sous l'ongle qui éclate.
Le doigt reste coincé, broyé entre la carcasse et le verrou. Ce verrou, resté ouvert après le dernier tir, a nourri le plus grand mythe de cette guerre. On racontait que les soldats jetaient des clips vides au sol pour piéger les Allemands. Une ruse de cinéma, presque jamais vérifiée sous le feu. La véritable menace de la M1 était interne. Sur les polygones d'entraînement, les recrues se brisaient les doigts plus souvent que dans les tranchées. Le prix à payer pour la puissance était physique, mais la récompense sur le champ de bataille justifiait chaque ongle arraché. La M1 Garand entre dans l'histoire comme le premier fusil semi-automatique adopté en dotation standard, un saut technologique majeur. Face à elle, les puissances mondiales s'accrochent encore au verrou manuel. L'avantage tactique tient en une mécanique fluide. Le soldat n'a plus besoin de manipuler un levier entre chaque tir. Ses mains restent immobiles. La crosse est verrouillée contre son visage. C'est la règle de la cheek weld. La joue reste soudée au bois. L'œil ne quitte jamais la ligne de mire, la sight picture. 8 coups. L'Américain vide son chargeur aussi vite qu'il presse la détente. Pendant que l'ennemi déplace son bras pour réarmer, l'infanterie US lâche 2 balles de plus, précises, mortelles. Le temps de récupération du recul s'effondre. La cadence de tir pratique est 2 à 3 fois supérieure à celle du Mauser allemand. L'infanterie américaine ne se contente plus de tirer, elle sature l'espace. Le commandement du Troisième Reich comprit instantanément l'urgence d'une riposte technique. Le commandement américain craignait la complexité. Les officiers doutaient. Pour eux, la mécanique de la M1 Garand était un gouffre à problème. Ils préféraient la rudesse éprouvée du verrou. Pourtant, le calcul était simple. Là où un soldat réarmait sa culasse, l'utilisateur de la M1 avait déjà tiré 2 fois. La cadence de tir ajustée bondit. 2,5 à 3 fois supérieure au Springfield M1903. C'était une révolution. Mais les vétérans restaient sceptiques. Ils prédisaient des enrayages. Ils craignaient pour la précision. Dans leur esprit, rien ne remplaçait le bois et l'acier du vieux fusil à verrou. La logistique aggrava la méfiance. Une erreur administrative tourna au ridicule. Le personnel de l'ordonnance expédia des milliers de clips de 5 cartouches aux unités équipées de Garand. Ces clips étaient destinés au vieux Springfield. Écoutez ce bruit. Le clic métallique d'une lame chargeur de 5 coups qui tombe dans la boue. Elle est inutile. Elle ne rentre pas dans le mécanisme de la M1. L'innovation sabotée par l'habitude. En 1942, le corps des Marines refuse encore le changement. Ce n'est pas une pénurie, c'est un choix. Les hommes partent pour la campagne de Guadalcanal avec leurs vieux fusils à verrou. La mécanique du Garand défie l'humidité de Guadalcanal. Le système à emprunt de gaz fonctionne. La boue des jungles n'enraye pas le cycle. Le piston recule. La culasse pivote. Une nouvelle cartouche monte en chambre. Un entretien régulier suffit à dompter le climat du Pacifique. Les Marines comparent. Le Springfield M1903 est fiable, mais le M1 ne flanche pas plus souvent. Il est aussi simple à nettoyer. L'acier chauffe sous la pluie tropicale. De la vapeur s'échappe du garde-main en bois saturé d'eau. Les Marines observent ce brouillard s'élever après chaque salve. Ils possèdent la seule arme semi-automatique du conflit. Le moral grimpe. La peur change de camp. L'infanterie japonaise lance l'assaut. Les soldats crient et courent vers les lignes américaines. Ils entendent un fracas continu. Les balles fauchent les premiers rangs. Les survivants plongent dans la terre. Ils stoppent leur avance. Ils sont convaincus de faire face à une ligne de bunkers truffée de mitrailleuses lourdes. Le renseignement japonais commet une erreur de calcul fatale. Un peloton nippon dispose de 1 ou 2 fusils mitrailleurs type 96. Une simple escouade de Marines avec 8 Garand génère une puissance de feu équivalente à 3 ou 4 mitrailleuses. Le rapport de force s'effondre. Le soldat impérial est submergé par une cadence qu'il ne comprend pas. Alors que les Marines testent la fiabilité du mécanisme dans la fange, l'ennemi surestime leur nombre. Les officiers japonais multiplient les rapports sur une supériorité matérielle imaginaire. Le champ de bataille devient un mur de plomb. 8 fusils tirent en même temps. Leur détonation se mélange en un seul grondement mécanique. La tactique japonaise repose sur un pilier, la charge Banzai. En Chine, face à des troupes sous-équipées, elle sème la terreur. Dans le Pacifique, elle devient un suicide collectif. L'infanterie nippone doit s'approcher à 20 mètres pour être efficace. Le M1 Garand brise cet élan à 100 mètres. Les vagues humaines se heurtent à un mur de plomb continu.
Les fusiliers américains fauchent les assaillants bien avant le moindre contact visuel. La doctrine de la charge à la baïonnette s'effondre dans la boue des îles. En novembre 1942, le scénario change de décor. L'opération Torch commence. Les troupes américaines débarquent en Afrique du Nord. Le Garand attend un nouvel adversaire, la Wehrmacht. Le cinéma a figé une image précise du soldat allemand. Dans les films ou les jeux vidéo, il porte toujours un pistolet mitrailleur MP40. Les plus chanceux manipulent le Sturmgewehr 44 ou le fusil de parachutiste FG42. Ces armes existent. Elles sont révolutionnaires pour l'époque. Mais la réalité du terrain en 1942 est radicalement différente des mythes de Hollywood. L'industrie allemande a produit environ 1 100 000 MP40. 14 millions de fusils Kar 98 contre seulement 7 000 FG42. Le choc des chiffres est brutal. Derrière le mythe de l'armée mécanisée se cache une réalité de bois et d'acier manuel. Entre 1934 et 1945, l'industrie allemande produit 1 100 000 MP40 et 430 000 STG44. Une goutte d'eau. La masse, elle, porte le même verrou que ses pairs en 1914. Pourquoi la Wehrmacht s'est-elle accrochée à ce vestige du passé? La réponse tient en un mot, doctrine. Le fantassin allemand est l'esclave de sa machine. Dans une section, le centre du monde est la MG42. Le mitrailleur ouvre le feu. Le canon hurle. Autour de lui, les pourvoyeurs s'activent. Ils transportent les boîtes de munitions. Ils protègent les flancs. Ils attendent. Dans les pauses entre deux rafales, on entend que le clic-clac sec et lent des culasses Kar 98K. Chaque tir nécessite un mouvement de bras. Chaque seconde perdue est une opportunité pour l'ennemi. L'Américain avance avec son arme semi-automatique. L'Allemand recule, prisonnier d'un système inversé. Chez les Alliés, l'arme automatique soutient le fusilier. Chez les Allemands, le fusilier soutient la mitrailleuse. C'est une tactique de couverture réciproque, où le soldat individuel est sacrifié sur l'autel de la cadence de tir collective. La doctrine allemande reposait entièrement sur la puissance de feu de la mitrailleuse, transformant le fusilier en simple garde du corps de son arme lourde. Alors que l'infanterie américaine accélérait la cadence, les ingénieurs allemands tentaient de défier les lois de la physique et les ordres de leur propre commandement. Leur réponse s'appelait le Gewehr 41, un fusil semi-automatique, calibre 7,92 par 57 mm Mauser. Un chargeur fixe de 10 cartouches alimenté par lame-chargeur. Sur le papier, l'arme semblait équilibrer les forces. En réalité, le G41 fut un désastre technique. Pourquoi un tel échec? La bureaucratie militaire a tué l'innovation. Le haut commandement a imposé un veto absurde. Interdiction stricte de percer le moindre trou dans le canon pour le système d'emprunt de gaz. Les concepteurs ont dû improviser. Ils ont utilisé le principe du fusil Bang, un système complexe de pièges à gaz situé à la bouche du canon. À chaque tir, les gaz étaient capturés à l'extrémité du tube pour actionner la culasse. Le résultat fut immédiat. La calamine s'accumulait, les résidus de poudre et la corrosion soudaient littéralement les pièces entre elles. Le mécanisme de bouche se composait de dizaines de petites pièces fragiles. Un cauchemar logistique. Imaginez le soldat dans la boue. Le résidu de carbone durcit comme du béton. Les composants mobiles se bloquent. Le fusil devient une masse de ferraille inutile. L'armée américaine a tranché le débat après une série de tests comparatifs. Le verdict tomba sans appel. La fiabilité du G41 était nettement inférieure à celle du M1 Garand.